Bienvenue dans ce nouveau numéro et aujourd'hui nous allons faire la continuité de notre formation. Alors, l'autre fois nous avions eu justement à faire le dimensionnement de la dalle que nous sommes en train de voir ici. On avait dimensionné la dalle terrasse et dans cette vidéo, nous allons passer au dimensionnement de l'élément poutre. Donc, nous allons apprendre comment dimensionner la poutre, bien sûr, suivant la norme Eurocode 2. Alors pour cela, j'aimerais que nous puissions voir une petite théorie que j'ai préparée et ensuite nous allons revenir sur robot pour faire le dimensionnement. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle les classes d'exposition, je vous prie de faire juste marche arrière, de voir ce que nous avons eu à faire dans la vidéo précédente et vous allez très bien comprendre parce que ici je vais aller très vite puisque tout a été bien présenté dans la formation ou les séances précédentes. Alors, vous avez la clause ici en bas et vous pouvez visiter justement EN 1990-1-1 et vous aurez plus de détails là-dessus. Alors, pour tous les éléments qui sont à l'intérieur du bâtiment, nous avons choisi comme place d'exposition XC1. Voilà. Donc, béton à l'intérieur du bâtiment où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible. Alors, ici, j'aimerais aussi vous donner une petite précision parce que je l'ai aussi dit dans la vidéo précédente. Je vous avais dit justement que le choix de la résistance caractéristique à la compression du béton, mesurée sur cylindre à 28 jours, dépend aussi de la classe d'exposition. Par exemple, ces tableaux proviennent justement de l'annexe E. C'est une annexe qui est contenue dans la norme. Quand vous lisez la norme Eurocode 2, c'est-à-dire EN 1990-1-1, vers la fin, vous allez voir plusieurs annexes, parmi lesquelles vous verrez l'annexe E. Alors, dans cette annexe E, justement, au point E1, vous verrez ce tableau. Et quand vous allez dans une annexe nationale quelconque, c'est-à-dire, je prends l'exemple de la France, si vous prenez l'annexe nationale française qui permet l'application de cette partie de la norme Eurocode 2, vous allez voir que eux aussi, soit ils vont reconduire ce qui est recommandé ou fixer les valeurs de classe indicative des résistances. Donc, je pense que vous comprenez c'est quoi une annexe nationale parce que si vous avez suivi très bien cette formation, j'ai expliqué en long et en large c'est quoi une annexe nationale. Je voulais vous faire une petite démonstration dans le logiciel pour essayer de très bien expliquer ce que je vous ai dit. Prenons par exemple la classe XC4, ce qui était le cas pour la dalle terrasse, c'est-à-dire que nous aurons comme classe indicative des résistances C30-37. Alors, qu'est-ce que nous allons faire sur robot? Nous allons prendre sciemment C25-30 et nous allons voir ce que le logiciel va nous dire pour confirmer ce que je vous dis maintenant. Alors, nous allons prendre la dalle terrasse. Donc, je viens là, je prends dalle terrasse. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et nous allons attaquer directement donc le dimensionnement de poutre. Alors, je prends dalle terrasse. On fait ferraillage théorique. On commence d'abord par le ferraillage théorique. On va juste modifier la classe d'exposition. C'est-à-dire, je prends ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On prend, par exemple, ça. On avait déjà modifié, hein. Donc, ici, c'est XC4. On va juste modifier la classe ici du béton. On va prendre C2530 et pouvoir justement, avec cette classe d'exposition, si ça va passer ou pas. Je précise une chose ici, c'est que ici, j'utilise justement la norme Eurocode 2 brut. Quand je parle de la norme Eurocode 2 brut, c'est-à-dire la norme Eurocode 2 sans des annexes nationales, sans une annexe nationale quelconque, juste des valeurs recommandées. Et donc, ce que nous venons de voir tout à l'heure, c'est un tableau contenu dans la norme Eurocode 2, c'est-à-dire c'est une recommandation. Mais par exemple, si vous prenez la norme NF, il faut que vous puissiez vous conformer à l'annexe nationale française. Parce que ce tableau-là peut être modifié, c'est-à-dire ces valeurs-là peuvent être modifiées ou soit reconduites. C'est un peu ça la philosophie. Alors ici, je ne prends pas NF et N, je ne prends pas non plus NBN, c'est-à-dire le NBN ici, c'est pour la Belgique, c'est-à-dire la norme Eurocode 2 transposée en Belgique. On a la norme Eurocode 2 plus l'annexe nationale Belgique. Je pense que si vous avez suivi très bien cette formation, j'ai expliqué ceci vraiment en détail. Pour notre cas, nous prenons seulement Eurocode 2, c'est-à-dire la norme Eurocode 2 brut qui n'est pas transposée. Donc ici, nous nous plions aux recommandations de l'Eurocode 2. Alors, OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme je viens de modifier ici,
normalement, je dois recevoir un message comme quoi, après dimensionnement en réel, bien sûr, que voilà, la classe des résistances choisie n'est pas conforme selon les classes indicatives recommandées par la norme Eurocode 2. Il n'est pas transposé, bien sûr. Alors, OK, donc ajouter, ça va écraser ce qui existait déjà, c'est que j'avais introduit, et je vais appliquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, sélectionner la date que je vais calculer, hein. Donc, tout ceci a été déjà réalisé dans la vidéo précédente. Ici, je sais juste de vous montrer l'essentiel. Alors, je vais faire les calculs. Je lance les calculs. Voilà. Alors, pour la flèche, vous savez comment on fait, hein. Donc, on fait une vérification avec la combinaison quasi permanente, aussi avec la mise à jour de la rigidité. Bref. On va passer directement dans le ferraillage réel et vous allez voir si le robot va nous spécifier, voilà, vous avez choisi justement la classe X et 4 et donc la classe des résistances indicatives doit être normalement C30-37. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement sélectionner ces panneaux. On vient là, on prend justement panneau ici, je prends d'Alteras et je vais directement faire le ferraillage réel. Ici, pour vérifier que c'est bien changé, je clique là, je viens dans béton. Vous voyez bien que c'est C2530. OK. Donc, je vais lancer les calculs et voir ce que le logiciel va me dire. Si vous voyez, le logiciel dit la résistance du béton ne satisfait pas aux exigences réglementaires. C'est-à-dire, à cause du millier, on a 25 mégapascales qui est inférieur à 30 mégapascales et on vous renvoie justement à l'annexe E et précisément au point où nous venons de lire. Donc, justement pour vous montrer, si vous ne respectez pas les recommandations qui sont présentées dans les normes, vous aurez beaucoup de messages et vous allez peut-être croire que c'est un problème du logiciel. Pas du tout. C'est que c'est votre problème puisque vous ne savez pas appliquer ce que vous faites suivant la norme. Parce que le logiciel robot est vraiment conçu suivant des normes. Donc, quand vous prenez une norme Eurocode, le logiciel va s'adapter par rapport à cette norme-là. Quand vous prenez une autre norme, le logiciel va s'adapter à cette norme-là. Alors, je vous dis que cette formation est graduelle, donc si vous sautez une vidéo, vous allez vous perdre. Suivez vraiment toutes les vidéos et vous aurez plus de précision. Je pense que nous avons compris. Je vais revenir ici dans géométrie. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant passer au dimensionnement de poutres. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions voir quelques théories et nous allons revenir pour faire l'application. Alors, la première des choses, telle que je vous ai dit, on retient que la classe d'exposition, cette fois-ci, tous les éléments qui sont à l'intérieur du bâtiment, on va prendre une poutre qui est à l'intérieur du bâtiment et donc on va utiliser la classe d'exposition XC1. Ainsi, comme on va utiliser la classe d'exposition XC1, on ne va pas prendre cette fois-ci le C30-36, ça c'était pour le cas de la dalle, hein. On va prendre cette fois-ci C20. Donc, on a le choix de prendre C20, C20-30, C30-37 et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des résistances minimales. Parce que si vous allez en dessous de ce qui est recommandé, vous verrez ce message-là apparaître. Mais si vous prenez une résistance supérieure, vous ne verrez pas ce message. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on recommande une valeur de C20, si vous prenez une valeur supérieure, ça ne posera pas de problème. Mais si vous prenez une valeur inférieure à C20, c'est là où ça va poser de problème, tel que nous venons de voir pour C30-37. C'était le cas de la dalle terrasse. Donc, retenons que pour notre cas, nous n'allons pas prendre C20, on va prendre C25-30. Ensuite, j'aimerais que nous puissions revenir sur robot pour voir justement là où j'ai puisé cette capture. Alors, si vous venez ici dans dimensionnement, vous prenez ferraillage théorique, poutre poteau. Alors, vous allez vous rendre compte que nous avons, ça c'est ce que moi j'avais ajouté, hein. Donc, si je clique par exemple dans poutre, vous allez vous rendre compte que ce tableau va s'afficher. Vous avez justement au nu des appuis et de ce côté, vous avez entre les axes, coefficient. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que nous sommes en train de voir justement pour la poutre. Alors, pour la longueur de la travée, dans la norme Eurocode 2, quand vous la lisez, vous vous rendrez compte que dans la section 5 au point 5.3DD, la portée des calculs de poutres et des dalles n'est plus la portée entre un nu des appuis,
comme le définit le Bayel, mais elle devient la portée entre axes. Donc, elle est définie par L et FF. La portée entre axes. Même quand vous lisez cette section, vous verrez que c'est entre axes. Ce n'est plus au nu des appuis. Alors, retenons que la portée des calculs, c'est entre axes. C'est ce que nous allons choisir ici, entre les axes. Ensuite, vous avez cette partie, c'est-à-dire flèche admissible. Voilà. Donc, pour la flèche admissible, tel que je vous ai dit dans la section 7 au point 741, c'est-à-dire la clause 741 de la norme code 2, précisément de EN 1990-1-1, vous allez vous rendre compte que, justement, la norme est en train de nous dire que l'aspect et les fonctionnements généraux de la structure sont susceptibles d'être altérés lorsque la flèche calculée d'une poutre, dans notre cas, d'une dalle ou d'une console soumise à des charges quasi permanentes est supérieure à L sur D150. Alors, où L représente la portée, la flèche est évaluée par rapport aux appuis à proximité. Une contre-flèche peut être vue pour compenser en partie ou en totalité la déformation. Il convient de ne pas dépasser généralement une limite supérieure de L sur D150. C'est-à-dire pour la flèche admissible, on va juste placer L sur D150. C'est-à-dire, en principe, on doit cocher dans relative et on place ici D150. Donc, le logiciel va justement faire ces calculs-là. Pour tous les éléments, il va faire L sur D150. C'est ce que le logiciel va faire. Ça, c'est une précision. Alors, j'aimerais aussi donner un détail, c'est que quand vous allez dans le logiciel robot, je peux fermer ceci. Je prends par exemple une poutre, n'importe quelle poutre. Je prends par exemple celle-ci. Je vais aller directement dans ferraillage réel. Vous allez voir une précision de taille. Voilà, je prends la poutre. Voilà, combinaison manuelle. Ok, je ferme. Je vais venir ici dans option des calculs. Et vous allez vous rendre compte d'un détail. Quand je viens ici, vous voyez bien, on parle également des 741 et précisément au paragraphe 4. Et en bas, on parle également des 741, paragraphe 5, cette fois-ci. Si vous observez très bien, vous allez voir ici des 150, ce n'est pas en vain. Quand nous venons de lire la norme, vous avez vu que la norme recommande justement dans cette clause à ne pas dépasser L sur des 150. C'est exactement ce que vous voyez ici. Juste pour vous dire, si vous ne connaissez pas la norme, alors vous allez très mal dimensionner. Vous pouvez avoir une section, mais quand on va consulter votre note des calculs, vous ne saurez pas expliquer ce que vous avez eu à faire. Autrement dit, vous avez juste utilisé le logiciel comme étant une calculatrice sans pour autant comprendre ce que vous faites. C'est pourquoi c'est très important de comprendre la norme. Nous sommes dans la clause 741, telle que vous venez de voir dans Robot. Et ici, vous voyez ce qu'on vient de lire tout à l'heure, L sur D150. Ça, c'est la flèche. Et de l'autre côté, c'est aussi la flèche. Mais cette fois-ci, on dit, il convient de limiter les déformations susceptibles d'endommager les éléments de la structure avoisinant l'élément considéré. Pour la déformation après construction, je précise, L sur 500 représente normalement une limite adéquate pour les charges quasi permanentes. Donc, vous comprenez, tel que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, que la vérification de la flèche s'est fait suivant la combinaison quasi permanente. Alors, j'aimerais que nous puissions évoluer. Alors, ça, c'est ce que nous venons de voir. Ensuite, nous avons justement cette partie, largeur des appuis. Nous allons choisir, dites le modèle de la structure, c'est-à-dire le logiciel va consulter la structure dessinée pour établir des appuis. C'est-à-dire, ce sont des poteaux. Les poteaux, ce sont des appuis de poutres. À moins que vous puissiez avoir justement un réseau de poutres croisées, là, vous allez avoir la poutre principale qui va porter la poutre secondaire. Cependant, vous pouvez aussi placer justement des valeurs ici pour créer votre appui. Ce qui est plus pratique, c'est de choisir dito modèle de la structure. Alors ensuite, ici, je vais vous montrer d'où ça provient. Donc, je peux fermer, je viens juste là, paramètres de l'étage, voilà. Cette capture-là provient justement d'ici. Si nous allons prendre la classe S4, qui correspond justement à une durée de vie de 50 ans, j'ai expliqué, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne vais plus encore expliquer, sinon ça va me prendre beaucoup de temps.
Tout ceci a été déjà expliqué, je peux passer. Alors, sauf cette partie de dessus ici. Cette partie permet justement de saisir la hauteur à laquelle un état se trouve. Autrement dit, ici, vous êtes justement de placer la position de votre élément par rapport à l'axe Z. Voilà, la côte. En bas, vous avez justement le système d'assurance qualité. Donc, si cette option est sélectionnée, les écarts de l'enrobage ne seront pas vérifiés. C'est-à-dire ici, ces écarts ici que vous êtes en train de voir, delta CDEV, ne seront pas vérifiés parce que vous dites que vous avez un système d'assurance qualité. Alors, vous pouvez vérifier justement l'annexe AD parce que cette capture provient de la clause 4.4.1.3, justement ça. Je pense que nous pouvons revenir dans le logiciel robot pour faire justement le dimensionnement de poutres. Alors, on va rentrer dans la géométrie, partie géométrie, et ensuite, on va faire le choix. On va faire le choix justement de la poutre que nous voulons dimensionner ou de poutres que nous voulons dimensionner. Parce qu'on peut sélectionner plusieurs poutres et on va les dimensionner. Ou soit, on peut prendre juste la poutre la plus chargée. Et pour cela, je vous ai déjà montré, donc faites juste un pas en arrière vers la vidéo où j'ai parlé de l'analyse structurale. Je vous ai montré comment voir le moment fléchissant max dans les poutres. Alors, dans cette vidéo, je vais prendre une poutre vraiment continue, hein. Je ne vais pas prendre une travée. Je vais prendre vraiment une poutre continue et on va faire les dimensionnements. C'est-à-dire, chacun a sa façon de procéder. Parce que quand je parlais de la travée la plus chargée, certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont juste prendre la poutre la plus chargée au niveau, par exemple, du rez-de-chaussée. Elles vont dimensionner seulement cette travée-là, la travée la plus chargée, et elles vont placer ces armatures-là partout au niveau du rez-de-chaussée. Et ainsi de suite pour chaque niveau. C'est aussi une façon de faire. Alors, cette façon-là, c'est justement pour permettre une bonne mise en œuvre, pour que la mise en œuvre soit pratique et rapide. Mais pour notre cas, nous allons faire le choix. On va choisir juste de façon arbitraire, hein. On va venir par exemple ici. On prend, voilà, ces niveaux. On fait ceci, voilà. On a par exemple le poutre de Céline. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple ici? On va sélectionner, bon, je ne sais pas, on va prendre par exemple ça. Bon, ça dépend, on prend quelle poutre? Bon, on prend par exemple ça. J'ai dit que c'est à l'intérieur, donc je ne peux pas prendre le porte-à-faux, c'est à l'extérieur. Alors, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. J'avais dit pour toutes les poutres intérieures, on va utiliser XC1. Par exemple, les poutres qui sont ici à l'extérieur, il peut pleuvoir, ils peuvent être exposés à l'eau. Par contre, les poutres qui sont ici à l'intérieur du bâtiment ne seront pas vraiment exposées à l'eau. Vous voyez, c'est ce que je vais dire. Alors, qu'est-ce que je fais dans la suite? Je vais venir ici dans dimensionnement, comme nous avions fait l'autre fois pour la dalle. Ici également, nous avons une partie qui permet de faire un ferraillage théorique. Mais personnellement, pour le ferraillage théorique de poutre poteau, bon, je me dis, je peux directement aller dans ferraillage réel, hein, c'est mon choix. Et là-bas, je vais tout faire. C'est possible de tout faire justement dans ferraillage réel élément BA. Pour donner juste un exemple, on vient ici dans ferraillage théorique, paramètres réglementaires, pour vous montrer. Alors, par exemple, ici, on prend entre les axes et de ce côté, dito, modèle de la structure. Je pense que vous comprenez, hein, on vient de voir ça. En bas ici, flèche, je mets relative des 150. Donc, des 150. OK. Alors, nous n'avons pas une poutre en T, c'est une poutre rectangulaire. Et je dois normalement rajouter, voilà, je mets NF, NF parce que j'avais enregistré une poutre BNF ici. Pourquoi je fais ça? Parce que si je clique seulement enregistrer avec le nom par défaut, ça va refuser. Parce que vous ne pouvez pas écraser le paramètre par défaut contenu outre BA. Voilà. Enregistrer. Okay. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement appliquer ceci aux poutres sélectionnées. Appliquer. Alors, je vais resélectionner ce poutre-là. Je resélectionne. Je viens ici de conférer à ce poutre les caractéristiques que nous venons d'introduire de poutre NF. Donc, ici, je dois maintenant sélectionner. Je sélectionne. Et on va aller, soit, bon, on commence tout d'abord par ferrage théorique, poutre.
Alors ici, par exemple, vous allez juste faire une vérification, hein. Vous allez faire une vérification, voilà, des éléments. Et pour ma part, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire directement un ferraillage réel, BA, parce que je vais tout faire en un endroit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer, je rentre dans géométrie. Voilà, je viens dans vue 1 et voilà, je vais aller directement dans ferraillage réel. C'est ici que nous allons tout faire. Voilà, poutre, donc combinaison manuelle. Et de l'autre côté, vous voyez les différentes combinaisons que nous avions introduites justement. Et OK. Donc, vous pouvez voir ces différents paramètres. Et fermé. On va justement doubler-cliquer au niveau qui correspond justement à ces poutres-là. Donc, c'était le niveau 9. Je viens là, je clique dans plus, je vais doubler-cliquer. Et je vais voir directement l'apparition de mes poutres. Donc, je dirais de mes travées, parce que c'est une poutre qui commence par ici jusque-là. Alors, par défaut, le logiciel va couper ou segmenter cela par travée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dimensionner ces poutres. Alors, on commence. Je vais commencer par ça, armature type. Alors, si je peux dire quelque chose ici, c'est que dans armature type ici, vous allez introduire des armatures qui vont être justement vérifiées par le logiciel robot, suivant la norme que vous avez choisie. C'est comme si vous êtes en train de paramétrer des armatures déjà que vous n'avez même pas calculées et vous vérifiez pour voir si ça va tenir ou pas. C'est un peu ça la philosophie. Donc, vous pouvez venir ici dans cadre, géométrie, vous voyez, cadre par exemple. Vous dites par exemple, ce sont des barres de 6, vous prenez des barres de 8, ça dépend de vous, je prends de 6. Et de l'autre côté, vous prenez justement, voilà. Et ici, vous prenez le B500B. J'ai expliqué c'est quoi le B500B. Faites un tour justement vers les leçons précédentes. Alors, crochet, je laisse, voilà, cadre, il y a plusieurs, hein, donc je laisse ça. Ici, pour la répartition, je prends ça, répartition égale, je place 15. Alors, ceci n'est valable que pour cette travée. Je viens là également, je place 15. Je viens là également, je place 15. Je viens de l'autre côté, je place 15. Je viens de l'autre côté, je place 15. Et ainsi de suite. Voilà. Ou soit, vous pouvez placer par exemple 20, ça dépend de vous, ou remettre les tentes qu'il y avait. Voilà. C'est justement pour vous permettre de faire une vérification, pour voir si ça va tenir ou pas. C'est vous-même qui décidez de choses ici. Donc, c'est comme si vous n'avez pas calculé, mais vous placez juste des choses et vous pouvez vérifier. Le DL, c'est justement la distance ici, c'est-à-dire entre le nu de cet appui, les cadres. Voilà. Alors, je viens ici. Cette fois-ci, nous avons des armatures inférieures, hein. Alors, vous prenez par exemple deux barres de 12 et B500B, crochet, vous mettez 135. De l'autre côté également, barres supérieures, c'est-à-dire des barres qui sont supérieures, qui reprennent justement des moments au niveau des appuis. Et si je peux expliquer quelque chose ici, je profite pour vous expliquer une chose pour ce qui concerne le ferraillage de poutres. Je vais vous expliquer justement comment est-ce qu'on peut armer une poutre. Parce que là, quand j'introduisais, peut-être que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Alors, je viens dans dessin. Je vais d'abord tracer, voilà, je trace. Et je trace, je dis que ça, il y a un apostille. Je vais tracer. Bon, je vais dire qu'il y a deux travées, hein. Qu'est-ce que je fais? Alors, pour armer cette poutre, qu'est-ce qu'on fait? Je vous explique un peu la philosophie. Qu'est-ce qu'on fait pour ferrailler? D'abord, on a besoin du diagramme. Le diagramme du moment fléchissant, parce que les armatures longitudinales reprennent justement deux moments. Alors, ça peut être un moment au niveau de l'appui ou un moment au travers. Parce que quand on veut ferrailler la poutre, c'est-à-dire on a d'abord besoin du diagramme du moment fléchissant et le poutre sont représentés justement par la fibre moyenne. Donc, je représente la poutre par la fibre moyenne. Si nous avons cet appui, hein, donc si nous avons cet appui, et à la fin, nous avons également cet appui. Alors, comment ça fonctionne? On va justement voir le diagramme du moment fléchissant. Si cette poutre est chargée de la sorte, cette poutre est chargée de la sorte, c'est-à-dire la charge est uniformément répartie et la charge est orientée du haut vers le bas. Si vous avez fait la RDM, vous savez déjà que vous aurez ce diagramme. Donc, vous aurez un diagramme pareil.
J'aurais fait un peu le dessin. Donc, comprenez, je dessine à main levée. Vous aurez ces diagrammes. Alors, même quand vous faites les calculs avec la méthode de 3 moments, vous verrez qu'il n'y a pas de moment vers les appuis extrêmes. Cependant, l'appui intermédiaire ici aura un moment. Alors, ça veut dire, si par exemple, je me dis que, voilà, par défaut, l'essence positif, c'est vers le haut. En bas, ici, c'est négatif. Hein. Là, ça, c'est négatif. Ça dépend du référentiel choisi. Ça, c'est positif. Donc, le moment qu'il y a ici va être repris justement par l'armature qu'on appelle armature chapeau. C'est l'armature qui va justement reprendre le moment au niveau de l'appui. Et vous allez faire les calculs pour déterminer combien de barres qu'il faut, suivant la section que vous allez trouver en fonction de ce moment-là. Et ici, en travers, vous voyez, il y aura également des armatures ici en bas qui vont reprendre justement ce moment. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On va juste prolonger justement cette barre. Au lieu de placer deux barres un peu comme ça, coupées, on va prolonger. À condition que, si par exemple ici c'était DHA, de diamètre par exemple 10, de l'autre côté vous avez trouvé 2HA de diamètre 12. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la section maximale ici. Vous allez prendre cette section des armatures, c'est-à-dire vous allez prendre deux barres de 12. Parce que si vous prenez de HA10 pour prolonger, vous allez faire ce qu'on appelle sous-dimensionnement. Et si vous prenez des HA12, vous allez faire un surdimensionnement. Entre les deux, le choix est clair, on prend des HA12. Et vous allez voilà, fixer ici et de l'autre côté. Parce que généralement, on vend des barres avec une longueur commerciale de 12 mètres. Alors, de l'autre côté au-dessus, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi prolonger justement ces barres jusqu'au-dessus, à ces niveaux. Au-dessus, on n'a pas besoin de barres, hein? Ça ne sert à rien. Mais on va juste prolonger cette barre pour essayer un peu de faciliter la mise en œuvre. Si je peux bien faire les choses, c'est que ici, sur ce que nous avons compris, on va prolonger la barre qu'il y a ici. On prolonge jusque là-bas. Et normalement, au-dessus ici, nous n'avons besoin que des armatures à ces niveaux. Mais pour des raisons de mise en œuvre, on va aussi prolonger. Donc, on va faire ceci, on va prolonger. Alors, si vous ne voulez pas prolonger, puisque ce n'est pas vraiment économique en soi, imaginez l'ouvrier prend les armatures qui doivent être placées ici ou le ferrailleur, il va prendre ces armatures pour aller le placer, par exemple, dans une autre poutre et il va peut-être s'embrouiller. C'est pourquoi on fait généralement ceci. Mais si vous voulez respecter les choses, c'est que, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir ici, vous placez votre armature, là, il va répondre, il va répondre. Alors, cette distance, c'est aussi calculé, hein. Et au-dessus, vous placez justement cette armature, chapeau, qui reprend justement le moment au niveau de cet appui. Alors, comme les barres ne peuvent pas léviter, c'est-à-dire, voilà, vous comprenez la lévitation, vous allez juste placer, voilà, des armatures de construction pour soutenir ces barres-là. Parce que les armatures ne vont pas léviter. Quand je parle de la lévitation, c'est-à-dire les armatures ne vont pas se suspendre dans les airs. Ça va tomber par le fait de la pesanteur. Ici, il faut placer justement des armatures de construction. C'est ça la vraie raison des armatures de construction. Donc, c'est de cette façon qu'on réfléchit lorsqu'on est en train de armer une poutre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ensuite, voilà, on peut venir ici, vous rectifier. Et ici, par exemple, si vous voulez avoir la division de barres, c'est à vous de voir. Voilà, bon, vous allez voir. Hein. Donc, je vais cliquer sur OK. Si je clique sur OK, directement, le logiciel va procéder au calcul. Le logiciel fait en arrière-plan les calculs par rapport à ce que je viens d'introduire ici. Et le logiciel va me dire, voilà ce que tu as proposé. C'est bon. Ou soit il y a un petit souci. Tout ça, c'est géré par le logiciel robot. Alors ici, vous avez vu que voilà, le logiciel vient de nous dire, par exemple ici, dimensionnement en capacité, la résistance à la flexion dans élu n'est pas suffisante. Voilà, c'est que ça ne tient pas. Alors ça, c'était juste une façon de programmer ou de placer des armatures et permettre au logiciel de faire des calculs.
Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas procéder de cette façon-là, c'est-à-dire quand je viens ici dans ferraillage, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est ferraillé, mais on vous a donné le message comme quoi la capacité ultime n'est pas suffisante à l'élu. C'est pourquoi vous voyez justement un tic qui est un peu jaune, parce que si c'est bon, c'est vert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre dans poutre vue. Cette fois-ci, on va faire la procédure normale. Alors, pour la procédure normale, vous allez venir justement, on commence par paramètres de l'étage. Bon, ça c'est XC1. Alors, largeur de fissure admissible. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la section 7. H du béton, on laisse 50 ans. H du béton au premier chargement. H du béton après l'érection de la structure. Bon, je vais expliquer H du béton au premier chargement ainsi que ça. Alors, les paramètres d'âge du béton représentent le temps dans lequel nous analysons la capacité du béton à résister aux charges. Donc, âge du béton au moment du chargement, il faut retenir que c'est le jour où vous voulez retirer le coffrage et que le chargement permanent commence à agir. Bon, quand vous construisez, je me dis, bon, vous pouvez faire un mois pour retirer, ça dépend. Mais supposez que nous prenons par exemple 4 jours, 3 jours ou 5 jours, ça dépend. Mais pour notre cas, on va prendre 5 jours par exemple. On s'est dit qu'après 5 jours, ou pourquoi pas après une semaine. Bon, prenons 7 jours. Donc, on va décoffrer après 7 jours. Et donc ici, c'est l'âge du béton, c'est après l'érection de la structure, peut-être après 365 jours, et 3 mois, ça dépend. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le moment où vous finissez de réaliser, voilà, la structure. Ainsi, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va mettre 7 jours. Donc, âge du béton au premier chargement. On va dire que après 7 jours, on va décoffrer pour charger. Alors ici, on va se dire, bon, après, on écrit 90 jours, ça peut aller même 92, 93. Bon, on suppose qu'un mois 30 jours, on dit après 90 jours, la structure sera déjà terminée. C'est juste un exemple. Alors, ici, humidité relative du milieu, on prend 50% ou 45, ça dépend. Mais ça, c'est vraiment au niveau intérieur parce que c'est un élément qui est à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas trop d'humidité. Bon, je peux laisser 45%. Alors ça va juste permettre les calculs du coefficient de feuillage du béton. Donc, vous pouvez fixer, c'est-à-dire vous définissez le coefficient ou vous laissez justement au logiciel de calculer en fonction de données que vous venez d'introduire. En bas ici, pour classer la structure, on prend S4 qui correspond à une durée de vie de 50 ans. Et je précise que ceci a été expliqué dans la vidéo précédente. C'est la classe structurale recommandée pour des ouvrages courants. Alors, pour le système qualité, on ne va pas cocher. On laisse comme ça. J'ai expliqué ceci. Je fais seulement OK. Ou soit, je peux tout simplement enregistrer. J'enregistre. Je dis c'est NF. Formation. OK. Donc, si je viens, je clique ici dans OK. Je verrai ça. Si je viens dans une information, je verrai ceci. Donc, je viens de paramétrer ceci à ma manière. Alors ensuite, on vient ici, justement dans options des calculs. Et ici, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu et nous allons lancer les calculs. Alors ici, vous avez justement dans la clause 7.4.1, paragraphe 4, et ici 7.4.1, paragraphe 5. Si vous lisez justement cette clause, vous vous rendrez compte que nous avons déjà vu cette clause lorsque nous étions en train de parler de la flèche. Voilà. Donc, au point 7.4.1, vous allez voir, on parle de L sur 250, c'est-à-dire la flèche est évaluée par rapport aux appuis à proximité. Une contre-flèche peut être prévue pour compenser en partie ou en totalité la déformation. Toutefois, il convient de ne pas dépasser généralement une limite supérieure à L sur 250. C'est justement le L sur 250 que nous avons vu dans le logiciel robot. Et en bas, nous avons justement le L sur 500 qui représente normalement une limite adéquate pour les charges quasi permanentes. Donc, on dit pour la déformation après construction. Voilà. Donc, ça, c'est justement le L sur 250 et ça, c'est le L sur 500. On peut activer. Voilà. Ici, vous avez flèche admissible par ferraillage. Bon, on peut cocher ou soit décocher, on laisse comme ça. De l'autre côté, nous avons l'enrobage. Nous avons la première option à l'armature transversale, la deuxième à l'armature
longitudinal. Enfin, la troisième, à l'axe de l'armature longitudinale. Je vais essayer d'expliquer, voilà. Alors, pour comprendre de façon claire, observez très bien cette image que vous êtes en train de voir. Alors, si vous lisez la norme, vous vous rendrez compte que l'enrobage nominal, c'est justement la distance entre la paroi qui est un peu en contact avec le monde ambiant, ou soit l'air extérieur, ou le monde extérieur, jusqu'à ces cadres. Vous voyez, ça c'est un cadre. À l'intérieur, ici, vous avez des armatures longitudinales. Donc ça, c'est juste une section d'un élément en BA. Dans le logiciel, vous avez vu, il y a trois propositions. Premièrement, justement, au niveau de l'armature transversale, c'est cette représentation. Et deuxièmement, ça peut se positionner, c'est-à-dire le xénon ici, peut se positionner jusqu'au niveau des armatures longitudinales. Enfin, troisièmement, c'est à l'axe des armatures longitudinales. Alors, nous allons choisir justement l'enrobage qui est positionné jusque à l'armature transversale. C'est ça la configuration correcte. Voilà, donc pour notre cas, c'est à l'armature transversale. Alors ici, vous pouvez fixer bien évidemment les valeurs, 3 si vous voulez fixer, mais pour notre cas, on va écrire 2, donc 2 centimètres. Et quand vous entrez dans écart, vous allez juste rajouter un écart ici. Alors dans tous les cas, le logiciel va faire 1 plus 2, c'est-à-dire le 1 qu'il y a ici va se rajouter aux différentes valeurs qui sont là. Alors, j'ai expliqué cela dans la vidéo précédente lors du dimensionnement de dalles. Je peux évoluer. Alors ensuite, ici, vous avez justement le nombre de points pour le calcul des rigidités. En bas, vous avez tolérance des calculs. À droite, ici, vous avez d'abord pour une poutre préfabriquée. Voilà. Nous, on n'a pas de poutre préfabriquée. Et de l'autre côté, vous avez une correction de la fissuration par l'agrandissement de la section d'acier. Pour expliquer cela, premièrement, il faut comprendre cette notion, la maîtrise de fissuration. Vous avez ici des valeurs recommandées de W max, c'est-à-dire la valeur maximale de l'ouverture des fissures. Alors, nous, notre classe, c'est XC1. C'est ce que nous avons choisi dans le travail, XC1. Alors, nous devons vérifier justement que l'ouverture de fissure ne puisse pas dépasser 0,4 mm. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, vous avez justement le diamètre maximal de barre pour la maîtrise de la fissuration. Voilà. Donc, vous voyez ici, la norme est en train de fixer justement le diamètre approprié pour la maîtrise de fissuration. Alors, c'est pourquoi je vais cocher. Alors, si vous avez optimisé la géométrie, ça veut dire quoi? Quand le logiciel va calculer, s'il réalise que la section ne tient pas, le logiciel va lui-même essayer d'optimiser la section par rapport aux règles que vous allez placer ici. Alors, vous pouvez venir décocher H, justement pour jouer sur la hauteur de la poutre, et vous choisissez le critère d'optimisation. Si vous prenez par exemple ratio acier-béton, le logiciel va jouer justement sur l'acier et le béton pour donner une section optimale. Mais bon, on peut fixer. Voilà, OK. Alors, si vous avez avancé. Donc, avancé ici, vous avez ce qu'on appelle la redistribution de moment au niveau des appuis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avec la norme Eurocode 2, nous avons plusieurs types d'analyse. Lorsque le logiciel réalise qu'au niveau des appuis, il y a des grands moments, il va faire une redistribution suivant des critères bien établis dans la norme Eurocode 2. Vous voyez par exemple ici, avec l'analyse élastique linéaire, avec redistribution limitée de moments, vous pouvez justement faire une redistribution en respectant les contraintes qui sont là, ou les conditions posées ici. Alors, on va fermer et exigence de la tenue au fait. Alors ici, bon, alors ça c'est l'Eurocode 2, c'est-à-dire TN 1990-1-2, la deuxième partie de la première partie de l'Eurocode 2 qui s'occupe des exigences de la tenue au feu. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de réaliser un ouvrage ou un élément en béton armé, il faut que vous puissiez également vérifier ces conditions de telle sorte que lorsqu'il y a l'incendie, que les gens puissent évacuer le bâtiment et pour que la structure résiste au moins pendant 30, 60, ça dépend. Si je viens là, vous voyez, R30, R60, R90, R120, voilà. Enfin, vous avez des dispositions sismiques si vous réalisez justement un dimensionnement dans une zone sismique. Alors, béton, par exemple, ici pour le béton, on prend T2530, tel que j'avais dit.
et voilà, N, en R, N, bon, on peut prendre N. J'avais également expliqué le RNS ici. J'avais également expliqué cela. Alors, on prend N. Alors, dans acier longitudinal, je vais prendre B500B. Je vais laisser tous les diamètres de telle sorte que le logiciel puisse définir le diamètre qui convient. Mais vous allez voir dans la suite, dans la disposition de ferraillage, qu'il y a un diamètre minimal qui est déjà précisé là. Alors, on vient ici, on prend B500B. On vient également ici, on prend B500B et on va voilà, cliquer sur OK. Bon, personnellement, je vais enregistrer. Je vais écrire NF, formation. Ah, je vais, donc, une fois que je viens là, je clique seulement dans information, j'aurai tous les paramètres déjà voilà, définis. Alors, je me rends compte que j'avais oublié de sélectionner ici. Alors, ça veut dire que je vais enregistrer. Donc si je viens là, je rentre dans, voilà, tout ira, vérifie, ah, je vérifie, c'est bon. Ensuite, je viens là, voilà, donc vous avez ferraillage par travée. Si vous prenez par fil, c'est-à-dire vous aurez une barre qui va traverser toute le travée. On prend par travée. Alors, vous avez barre droite, longueur maximale, c'est-à-dire la longueur commerciale, généralement, c'est de 12 mètres. De l'autre côté, vous avez le diamètre minimal pour les armatures longitudinales. Donc, on prend 12, on laisse 12. Espacement de préférence, on laisse comme ça. Alors, on laisse auto ici. Groupé, on laisse comme ça. Alors, ici en bas, vous avez justement le barre bateau. Donc, pour notre cas, on ne va pas avoir de barre relevée. Donc, ici, vous allez définir justement l'angle. Ça peut être 45 degrés, voilà. Ça dépend de vous, ou 60 degrés. Alors ici, vous avez armature symétrique, hein, si vous voulez que le ferraillage soit symétrique. Non, pour notre cas, on décoche. Alors, prendre en compte l'étape de la section en T pour métrer, bon, ça c'est pour le métrer. Personnellement, je fais vraiment le métrer à côté. Alors ici, vous avez ancrage. Bon, si c'est décoché, il faut cocher, hein, parce que ça doit être aussi vérifié. Dans la norme Eurocode 2, vous allez voir qu'on parle également de l'ancrage, comment faire l'ancrage. Donc, quand vous venez dans la norme Eurocode 2, on parle bien évidemment des ancrages, comment ancrer l'acier, la longueur d'ancrage. Alors, je vais laisser auto, OK. Ensuite, nous avons le ferraillage inférieur. Donc, ici, nous laissons nombre d'élits N auto. Donc, vous pouvez aussi modifier, hein. Donc, je laisse comme ça. Également, supérieur, je laisse auto. Transversaux, voilà, vous pouvez choisir. Donc, pour notre cas, on va laisser auto pour que le choix soit automatique selon, voilà, la norme et les contraintes appliquées sur la poutre. Alors, de ce côté également auto. Alors, ensuite, nous avons des armatures secondaires. En fait, ils sont des aciers de montage ou les aciers de construction. Alors ici, on peut également avoir des armatures de peau. Par exemple, quand vous lisez EN 1992-1-1 dans la clause 9.2.4, c'est-à-dire armature de peau, vous allez avoir plus de détails. Par exemple, il est dit, il convient de placer un ferraillage de peau pour résister à l'éclatement du béton lorsque le ferraillage principal est constitué, premièrement, de barres de diamètre supérieur à 30 D, des paquets de barres de diamètre équivalent à 32 mm. Voilà. Alors, on place des armatures de peau. Alors, pour notre cas, nous n'allons pas placer des armatures de peau parce que, voilà, cette condition n'est pas à vérifier. Vous pouvez également avoir les aciers de levage et ainsi de suite. Ici, vous avez ferraillage de bielle, hein, armature de couture. Voilà. On peut venir dans forme ici. Ici, vous allez définir le crochet, type d'armature choisi. Donc, moi, je laisse crochet seulement si nécessaire. Et vous pouvez également définir la longueur justement de cette partie du crochet. Je vais décocher et cette fois-ci également, je vais enregistrer NF formation. De telle sorte que si je reviens, alors je vais carrément cliquer ici dans N-information et tout sera paramétré selon ce que je viens d'introduire ici. OK. Alors, voilà, nous avons définir section et en bas ici, vous avez réservation, c'est-à-dire si vous voulez réaliser une réservation sur la poutre, parce que il faut prendre en compte les vides que vous voulez créer dans la poutre. On ne perce pas la poutre sur le chantier sans avoir percé la poutre lors des calculs, lors du dimensionnement.
C'est pourquoi ici, si vous voulez faire passer quelque chose ou créer une réservation, voilà, vous pouvez créer une réservation. Je peux faire. Alors, voilà, pour notre cas, on ne va pas créer de réservation. Qu'est-ce qui me reste à faire? Je dois lancer les calculs. Je vais calculer. Voilà, c'est bon. Donc, le logiciel vient de calculer ma poutre et tout est bon. Donc, je peux également avoir le plan de ferraillage, hein. Donc, je peux venir ici dans plan d'exécution. Alors ici, vous allez voir justement le plan d'exécution. Ça, c'est le plan d'exécution. Travé par travé. Donc, par exemple, ici, vous avez la hauteur de 40, la largeur de 20. Je pense que vous connaissez comment faire l'impression, c'est-à-dire vous venez ici dans imprimer, vous allez cliquer dans OK et ensuite faire l'impression. Alors, je vais rentrer, puisque je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente. Je vais venir dans l'ordre des calculs. Alors, c'est ici que vous allez voir tout ce que vous avez eu à faire. Donc, âge du béton au chargement, c'est âge du béton après l'érection de la structure 90, place de la structure, et ainsi de suite. Vous voyez ici largeur de fissure admissible, on a 0,40. C'est bon, je peux avancer et voilà. Donc ici, vous avez l'enrobage, 3 centimètres, tel que je vous ai dit, c'est-à-dire que ici, on avait placé 2, le logiciel a rajouté le 1 ici, et ça a donné 3 centimètres. Donc ceci a été déjà expliqué hein, pour ce qui concerne l'enrobage. Alors ça, par exemple, vous avez le diagramme, vous avez le diagramme ici, que vous pouvez consulter, et à la fin, vous allez voir justement les quantitatifs et les 500B. Si vous voulez imprimer justement ceci, vous allez venir dans résultat cette fois-ci et vous allez choisir noter calcul. Voilà, OK. Voilà. Donc ici, si vous voulez imprimer, vous venez dans fichier, imprimer, voilà, pour faire l'impression. Ou soit si vous voulez avoir le fichier texte, vous allez venir dans enregistrer sous. Voilà, vous allez enregistrer suivant soit le format texte ou le format que vous souhaitez. Voilà, MS-DOS, ça dépend de vous. Et vous pouvez modifier le texte comme vous voulez. Alors, je peux fermer. Ensuite, vous pouvez venir dans le diagramme, tel que nous venons de voir. Vous pouvez voir, consulter le diagramme. Et ici, vous voyez le moment fléchissant après la distribution, justement, en vert. Et le moment fléchissant des calculs, une couleur rouge un peu bordeaux. Et la couleur rouge vive, c'est justement le moment fléchissant charge limite. Alors, je pense que vous avez compris. Et je pense que c'est bon. C'est ici que nous mettons un terme sur cette partie de dimensionnement de poutres en béton armé selon la norme Eurocode.